Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment résoudre un exercice du bac, un exercice de deuxième partie, l'exercice 2. Donc je vous rappelle que c'est un exercice de pratique d'une démarche scientifique ancrée dans des connaissances. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez devoir réfléchir à des documents qu'on va vous donner, résoudre un problème et pour résoudre ce problème, vous allez devoir adopter une démarche d'investigation, donc la démarche scientifique où on observe quelque chose, on se pose une question, un problème, on cherche des infos, on a mis une hypothèse, on va vérifier l'hypothèse et on va conclure. Donc pour faire ça, vous avez plusieurs documents, hein, alors parfois vous en avez vraiment beaucoup, là, à lire, à exploiter, donc vous en avez de partout. Et moi, je vais vous apprendre, avec une technique simple sur un brouillon, comment organiser les informations que vous avez sorties des documents, faire le lien avec vos connaissances, pour ensuite rédiger une argumentation fluide qui vous permettra d'être noté, puisque je vous rappelle qu'au bac, vous êtes noté selon un curseur de notation, c'est-à-dire un tableau où on entre d'abord par l'évaluation de la démarche, puis l'évaluation des connaissances tirées des documents et des connaissances personnelles. Donc, je vous laisse lire les documents et je reviens. Donc, dans cet exercice, on vous parle d'un animal qui a disparu. On vous précise le titre, génétique et évolution. Donc, il va faire appel à des connaissances à la fois de génétique et des mécanismes d'évolution. Donc tout de suite vous devez penser à sélection naturelle, dérive génétique par exemple. Donc qu'est-ce qu'on vous demande en problème? On cherche à comprendre comment l'espèce Raphus cuculatus, c'est-à-dire le dodo, a pu apparaître, quelle était sa place dans l'écosystème de l'île et pourquoi cette espèce a disparu. Donc vous avez 3 axes à dégager, 3 paragraphes. On vous dit bien votre réponse s'appuiera sur l'exploitation du dossier et l'utilisation de vos connaissances. Donc, en général, on vous demande de trouver le document d'appel, celui qui lance la discussion. Bien souvent, on vous le met en document 1. Donc là, c'est le document de présentation du dodo. Vous avez le texte et vous avez les images. Une petite blagounette là. Donc, vous avez le droit de gribouiller sur votre sujet. Vous avez le droit de découper et de coller les documents. Mais attention, faites-le si c'est pertinent. Si vous allez, par exemple, réécrire dessus. Alors, vous voyez que les documents type photo, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de les découper et les coller, sauf si vous n'avez rien à mettre dans votre dossier, que vous voulez vous occuper, vous découpez, vous faites du collage. Mais par exemple, ce genre de graphique-là, vous pouvez écrire dessus. Donc ça, si vous avez une bonne exploitation de graphique avec des légendes à rajouter, vous pouvez très bien le découper et le coller dans votre copie au moment où vous en avez le plus besoin. Car n'oubliez pas qu'un document peut être utilisé à plusieurs endroits différents dans votre dissertation. Donc, ce document, le document 1, c'est le document de présentation du dodo. Alors, vous pouvez passer au fluo les choses importantes. Bon, nom vernaculaire, dodo, espèce de grand oiseau endémique de l'île Maurice. Endémique, on vous le rappelle dans l'énoncé, une espèce donc endémique, c'est-à-dire qui n'existe nulle part ailleurs qu'à l'endroit où on les trouve. Ça, c'est important. Apparenté aux pigeons, appartenant à la famille de Raphidés, nenani, vivait dans les forêts, mesurant environ 1 mètre pour une masse moyenne de 10 kg. Vous allez me dire à quoi ça sert, vous allez voir. Découvert en 1598, il est décrit comme lent, ne fuyant pas l'être humain, gros et presque cubique. On commence à deviner. Son plumage bleu-gris était pourvu d'ailes atrophiées. Qu'est-ce que ça veut dire atrophiée? Toute petite. Ainsi qu'un panache de 4 ou 5 plumes de même couleur en guise de queue. Ses pattes jaunes comportaient 4 doigts, ornées de grands ongles noirs, son bec crochu avec une tache rouge. Vous voyez qu'il y a des choses dans la description qui servent à rien, par contre des choses intéressantes. Le dodo, c'est éteint. Ça veut dire quoi éteint? Ça veut dire qu'il n'y a plus du tout d'animaux sur l'île, d'accord? Moins d'un siècle après sa découverte, c'est-à-dire à la fin du XVIIe siècle avec l'arrivée des Européens. Donc là, c'est lié à l'homme qui faisait escale à l'île Maurice pour se ravitailler sur la route des Indes. Alors, je vous rappelle la route des Indes, on partait d'Europe, on faisait le tour de l'Afrique, hein, on passait par l'Afrique du Sud, on remontait, on s'arrêtait soit à Madagascar, soit à l'île de la Réunion, soit à l'île Maurice, en fonction
de la nationalité des bateaux, puisque les territoires appartenaient à des pays différents. Donc à l'île Maurice, il y avait les Hollandais qui passaient beaucoup. Alors ils s'en servaient comme garde-manger. Ils les emmenaient sur leur bateau pour leur voyage. Voilà, c'était des gros dindons, faciles à attraper. Donc une autre cause de la disparition du dodo a été avancée. Le nid de dodo construit sur le sol était saccagé par les animaux introduits par l'homme. Donc là, on a encore une cause venant de l'homme. La femelle dodo ne pondait qu'un seul œuf. Donc le taux de reproduction a vite chuté. Donc vous voyez que dans ce document d'appel, on a plein d'informations. Je vous rappelle le sujet. On doit essayer de comprendre comment est-ce qu'il a pu apparaître, quelle était sa place dans l'écosystème et pourquoi il a disparu. Comment est-ce qu'il a pu apparaître? Donc là, on sait déjà qu'il est endémique de l'île. Il n'existe que sur cette île-là, l'île Maurice. Donc là, tout de suite, on pense à un isolement reproducteur, à un isolement géographique, hein, pas d'échange avec les îles voisines. Donc là, on est en dérive génétique. Ok? Ensuite, pourquoi est-ce qu'il a disparu? Bon bah, l'homme est passé par là et comme d'habitude, l'homme fait que des conneries. Bref, il s'est fait bouffer. Et surtout, on a introduit des prédateurs. Apparemment, il n'avait pas de prédateurs avant. Alors, pourquoi est-ce qu'on a pu le manger si facilement? Parce qu'il avait des ailes atrophiées, toutes petites. Donc, finalement, on pouvait l'attraper facilement. Donc là, on commence déjà à avoir des informations assez importantes. Donc, quand vous avez beaucoup d'informations comme ça, l'idéal est de les organiser, puisque vous voyez qu'elles vont retoucher des paragraphes différents. C'est d'organiser les informations dans un tableau que vous pourriez faire au brouillon, comme ceci. Alors, document 1. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Là, on va marquer dans cette colonne, rapidement, sans faire de phrase, en utilisant des notes, les constatations qu'on fait grâce au document, les infos qu'on récupère. Donc, il est endémique de l'île Maurice. D'accord? Ça veut dire quoi? Qu'il n'existe nulle part ailleurs. Ça veut dire quoi? Qu'il a évolué sur place. Ça, dans cette partie-là, c'est ce que vous déduisez de ce que vous avez appris dans le document. Et donc là, vous avez une information importante qui vous vient tout de suite. C'est le principe de dérive génétique. Ça, c'est du cours. Ok? Vous avez reconnu le mécanisme de dérive génétique, vous le notez. Ensuite, il a une morphologie particulière. D'accord? Les ailes courtes. Qu'est-ce qu'on en déduit? Incapable de voler. D'accord? Donc, ça en temps normal, c'est une mutation qui est désavantageuse. Là, on réfléchit. Un animal dans la nature qui n'a pas d'ailes, là, cet oiseau, s'il ne peut pas s'envoler, donc face à un prédateur, est-ce qu'il va pouvoir survivre? Non. Donc, s'il ne survit pas, il ne transmet pas sa mutation à sa descendance. Or là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un animal qui a subi une dérive génétique dans un milieu sans prédateur. On est d'accord? Si la mutation a pu être conservée alors qu'elle est désavantageuse, c'est-à-dire que cet oiseau ne peut pas s'échapper et s'envoler, s'il y avait des prédateurs sur l'île, cette mutation n'aurait pas été conservée, le dodo n'existerait pas. Or, il n'y avait pas de prédateurs. D'accord? Le problème, c'est qu'on a eu l'arrivée de l'homme. Et l'homme, c'est quoi? L'homme est un prédateur. En plus, l'homme a introduit des prédateurs qui ont détruit les nids, baisse de la natalité, de la reproduction. Donc, extinction de l'espèce. Voyez? Est-ce que vous voyez comment on travaille sur ce type d'exercice? Donc, alors, pourquoi il y a eu extinction de l'espèce? Parce que couplé à l'introduction des prédateurs, la femelle pond un œuf. Un seul œuf. Oui, alors on fait souvent un W pour dire œuf. Enfin, le W grec, là, arrondi.
Un seul œuf. Alors, non seulement il y a un seul œuf par ponte, en plus il y a des prédateurs comme les rats qui viennent manger les œufs. On va forcément, ça détruit les nids, baisse de la natalité, extinction de l'espèce. D'accord? Donc là, on a un phénomène de dérive génétique en absence de prédateurs, mais on a un changement de situation. Je vais le mettre en noir. Attention. Changement de situation dans l'écosystème. L'homme est apparu. Donc là, voilà. On a posé les jalons de la dissertation. Maintenant, on va s'intéresser au document 2. On va voir ce que le document 2 nous apprend. Le document 2, où est-ce que je l'ai mis? On vous parle d'un arbre, le tambalacoque. Bon, vous allez me dire, quel rapport? Bon, bah lui aussi, il est endémique de l'île Maurice. Oh tiens, lui aussi est apparu par dérive génétique. Cette espèce, en 1973, elle était en voie de disparition. Donc elle n'existe presque plus. 13 spécimens sur l'île âgés de 300 ans. 300 ans. Il y a un professeur qui a défendu une explication selon laquelle la disparition du XVIe siècle d'un gros dindon endémique de l'île Maurice, ce dodo, se nourrissant de graines et de fruits, pouvait être mise en relation avec celle du tambalacoque. Il émit l'hypothèse que pour germer, ces graines devaient transiter par le système digestif du dodo. Donc, là, on n'a pas beaucoup d'informations. On va juste noter celle qu'on vient de relever au fluo, à savoir que le tambalacoque, endémique aussi. D'accord? Donc, on en revient à notre dérive génétique. Ensuite, il est en voie de disparition en 1973. 13 spécimens de 300 ans. Ça veut dire que ces spécimens, si on calcule bien, ils ont germé à l'époque où il restait des dodos. Donc là, si vous n'aviez pas pensé à ça, ça va être un peu embêtant pour le raisonnement. Maintenant, il faut faire le lien entre le dodo et le tambalacoque. Et ce chercheur, lui, il a émis l'hypothèse d'un passage dans le système digestif du dodo. On vous met un autre document, extrait d'un livre, Le pouce du panda de Stephen Jay Gould. On vous dit, les gros fruits du tambalacoque, qui ont quelques 5 cm de diamètre, 5 cm de diamètre, c'est gros, hein, comme ça, hein, il faut le mettre dans sa bouche, hein, sont composés d'une graine enveloppée dans un tégument dur d'environ 1 cm d'épaisseur. Donc il y a un tégument d'1 cm d'épaisseur. D'accord? Donc le tégument, c'est la protection de la graine. Donc ce tégument est entouré par une chair juteuse et succulente, recouverte par une peau fine externe. Donc là déjà, on a l'image d'un fruit juteux, sucré, gros, donc qui va attirer des animaux, il va être bon à manger. Par contre, on a un problème, cette graine elle est protégée dans un tégument très épais, très épais, parfois 1 cm d'épaisseur. Regardez, prenez les noix, le tégument de la noix que vous cassez avec le casse-noix, ça ne fait pas 1 cm d'épaisseur, ça fait 1 mm, 1 mm 5 à tout casser, et encore. Donc selon les conclusions de Temple, les graines de tambalacoque ne parviennent pas à germer à cause de l'épaisseur du tégument. Les premiers explorateurs ont écrit que le dodo se nourrissait de fruits et de graines des grands arbres des forêts. Le dodo avait un estomac puissant, rempli de gros cailloux, qui pouvaient abraser et écraser les aliments durs. Temple estima que les téguments des graines de tambalacoque étaient assez épais pour résister à l'écrasement, mais pas à l'abrasion. L'abrasion, c'est quand on frotte, on use. Les dodos auraient fort bien pu régurgiter les téguments ou leur faire poursuivre le chemin dans l'appareil digestif. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? On a des témoignages des premiers explorateurs qui disent que les fruits étaient mangés, que les dodos avaient un estomac puissant. On peut faire le lien avec les animaux actuels structurés de la même façon, comme les poules.
les poules, elles possèdent dans leur gésier des petits cailloux pour casser les graines un peu dures. Donc c'est le même principe. Donc on peut très bien supposer que le dodo mangeait ces fruits, les avalait en entier, et que le tégument était usé par le système d'abrasion existant dans son système digestif. Donc on revient sur notre brouillon. Alors les graines possèdent un tégument épais qui empêche la graine de germer. Donc, pour germer, il faut briser le tégument. Il faut une aide. L'aide, elle est due à quoi? Vous avez l'info au système digestif abrasif du dodo. Bref, j'avale le fruit, je digère le fruit, mais la graine, je ne la mange pas. C'est le principe. Beaucoup d'oiseaux frugivores, ils mangent les fruits et ils rejettent les graines dans leurs excréments. Donc, on a ici une relation de dépendance dodo tombe à la coque qui est assez forte. On peut donc supposer que les deux sont liés, que s'il n'y a plus de dodo, il n'y a plus d'animal assez gros au système digestif particulier capable de digérer, d'abraser les téguments pour que les graines puissent germer, et donc ça expliquerait, si tous les dodos ont disparu, que le tambalacoque soit en voie de disparition, car il n'y a plus aucun animal sur l'île capable de digérer les téguments et de favoriser la germination des graines. Alors, ce phénomène n'existe-t-il que chez les dodos? Donc là, on a fait le document 2 et le doc 3. On va s'intéresser maintenant au doc 4. Avançons. Le doc 4. On s'intéresse aux conditions de germination des graines de genévrier. On vous dit quoi? Chez les plantes sauvages, la germination des graines est généralement empêchée par la présence du tégument épais, dur et imperméable. Des suivis de germination ont été réalisés pendant 120 jours sur des graines de genévrier dans différentes conditions. Et on vous parle de l'abrasion au papier de verre qui permet d'user les téguments des graines. Donc, pourquoi on fait ça? Souvenez-vous, on a émis l'hypothèse que l'appareil digestif du dodo réalisait une abrasion sur les téguments des graines de tambalacoque. Alors, on prend le graphique. Vous avez donc ici un graphique qui vous indique le taux de germination en pourcentage en fonction des jours. Et on a fait 3 lots. Des graines témoins, donc des graines qu'on a laissées toutes seules, sans avoir fait aucune action dessus. Les graines ayant subi une abrasion au papier de verre. Et les graines issues de crottes de merle. Donc, des merles à qui on a fait manger des baies de genévrier. Ils ont digéré la chair sucrée et on retrouve les graines dans leurs excréments. Donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Si on prend les graines témoins, on voit qu'on a une inflexion de la courbe à 20 jours, c'est-à-dire que les graines témoins vont réussir à germer seulement au bout de 20 jours et qu'on va atteindre le maximum du taux de germination qui va être environ de 8% à 50 jours. Donc dans votre texte, il faudra faire des valeurs chiffrées. On constate quoi d'autre? Sur le deuxième lot, les graines ayant subi une abrasion au papier de verre. On s'aperçoit qu'elles commencent à germer tout de suite et qu'on atteint le maximum de taux de germination, soit environ 17%, à 40 jours. Donc c'est déjà plus rapide et plus efficace. Et enfin, les graines issues de crottes de merle, donc de baies qui ont été ingérées par les merles. Donc on s'aperçoit qu'elles germent au bout de... elles commencent à germer vers 20 jours. Alors, ceux qui ont le document sous les yeux, ils verront les petits pointillés. Là, la courbe, elle commence ici. On a une forte inflexion à 30 jours. Et on atteint un maximum de pourcentage vers 23% de germination, puis 25% vers les 90 jours. Donc à 40 jours, globalement, on est presque au maximum, on est à 23%. Donc vous voyez qu'ici, l'abrasion,
elle est importante, elle permet une meilleure germination. Et si on passe dans l'appareil digestif des merles, il y a donc bien action de l'appareil digestif qui favorise la germination par rapport à des graines témoins qui ne subissent aucune action. Donc, dans votre document de brouillon, je vais plier ma feuille, on verra un petit peu mieux. On en était resté à l'idée qu'on avait une relation de dépendance dodo-tambalacote, c'est-à-dire une idée de coévolution. C'est-à-dire que l'un évolue avec l'autre. On a confirmation puisque on voit que ce mécanisme existe chez d'autres végétaux. Donc, dans le doc 4, qu'est-ce qu'on va marquer? Que les graines peuvent germer sans abrasion ou passage dans TD tube digestif. Par contre, qu'est-ce qu'on constate? Que les graines plus abrasion, elles germent plus facilement que les graines témoins. Donc, je vous rappelle que les graines témoins c'était 8%, avec abrasion c'était 20%, et surtout plus vite. 3 jours au lieu de 20 jours. Donc là déjà, qu'est-ce qu'on en retire? Que l'abrasion facilite la germination. Mais ça, attention, c'est une abrasion mécanique créée par l'homme. Donc il faut prouver que c'est possible aussi chez les animaux. Donc qu'est-ce qu'on constate? On travaille sur l'autre courbe. Donc les graines qui proviennent de crottes de merle germent mieux. Je vous rappelle qu'on monte à 23%. Que les témoins, bien sûr. Je vous rappelle que le témoin est à 8%. Mais par contre, moins vite, elles mettent 30 jours. D'accord? Alors pourquoi? Parce que certainement on a eu une action des tubes digestifs, des sucs digestifs qui est un peu plus lente. Donc qu'est-ce qu'on en conclut quand même? On a un taux de germination qui est quand même beaucoup plus élevé. Donc le passage des fruits, alors on va directement faire la conclusion par rapport au tambalacoque. Donc le passage des fruits, que ce soit tambalacoque ou génévrier, dans le TD, tube digestif, n'est pas obligatoire pour le génévrier, mais il semble l'être pour le tambalacoque. Oui, puisqu'on va déjà utiliser, des infos qu'on a déjà marquées. Je vous rappelle que depuis que le dodo a disparu, on a disparition de l'espèce du tambalacoque. On n'a plus que 13 individus qui sont âgés de 300 ans. Donc, car reste que 13 individus, 300 ans. D'accord? Ça, c'est important. Sur votre brouillon, ça, à marquer. Voyez, votre dissertation, elle commence à prendre vie, là. On a nos idées qui s'alignent. Alors, on continue. Hop. Voilà. Les docs, le constat, la déduction. On arrive maintenant au doc 5. Où est-ce qu'il est mon doc 5? Il est là. Le doc 5. Alimentation des oiseaux endémiques et des oiseaux introduits sur l'île de Nouvelle-Zélande. Donc on est sur une autre île. On va étudier sur cette île et on va faire le parallèle avec l'île Maurice. Alors pourquoi on travaille sur une autre île? Parce que sur l'île Maurice, le dodo n'existe plus. Donc on a besoin d'un point de comparaison. On vous dit, une étude a été réalisée en Nouvelle-Zélande sur le rôle des oiseaux dans la dispersion des graines.
Donc dispersion, c'est le fait de transporter les graines ailleurs que sur leur lieu de fabrication, de manière à ce que la population de la plante puisse s'étendre. Donc, dispersion des graines de plantes, précisément endémiques, donc qui n'existent qu'en Nouvelle-Zélande. Alors ils ont pris une espèce, Podocarpus ali, bon, peu importe, du moment qu'elle soit endémique, et de plantes introduites par l'homme. Donc on veut comparer la dispersion de graines endémiques et de graines introduites. Pour cela, on a capturé des oiseaux endémiques, comme le méliphage carillonneur, et différentes espèces de passereaux introduites par l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les fruits des plantes endémiques qui apparaissent en noir, oh, j'ai mes lampes qui gênent, parce qu'il fait nuit, donc je travaille dans mon bureau et j'ai pas trop de lumière. Donc ici, les fruits de plantes endémiques. Les oiseaux endémiques, les oiseaux introduits. Qu'est-ce qu'on constate? Que les oiseaux endémiques mangent 99% de leur régime alimentaire, donc des fruits consommés, sont des fruits de plantes endémiques. Donc ils mangent majoritairement des fruits endémiques. Ils touchent à peine aux fruits introduits par l'homme. Ça ne les intéresse pas. Par contre, les oiseaux introduits, eux, ils se nourrissent, on va dire presque indifféremment, des fruits de plantes introduites et de fruits de plantes endémiques. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si les oiseaux endémiques disparaissent par l'action d'un prédateur, on va avoir une chute de la dissémination des graines des plantes endémiques. Parce qu'il n'y a plus les oiseaux endémiques qui consomment majoritairement leurs fruits. Alors vous allez me dire, il reste les oiseaux introduits. Oui, mais les oiseaux introduits mangent aussi bien des fruits introduits que des fruits endémiques. Donc, il va y avoir un problème, c'est que le nombre de graines disséminées va être progressivement de plus en plus faible chez les plantes endémiques, puisque les oiseaux introduits dispersent ces deux types de graines. Donc, de génération en génération, on va avoir de moins en moins de graines de plantes endémiques qui vont être dispersées. Et donc, du coup, nos plantes endémiques peuvent disparaître. On a bien ici un principe de coévolution où la plante est dépendante d'un oiseau. Ils ont évolué en même temps et il y a une relation entre les deux. Donc ça ne s'est pas passé qu'à l'île Maurice, on a la preuve que ça s'est passé dans d'autres îles. Donc sur votre document, constat, qu'est-ce qu'on écrit? Que les oiseaux endémiques se nourrissent exclusivement de fruits de plantes endémiques. D'accord? Les oiseaux introduits se nourrissent indifféremment des plantes endémiques et des plantes introduites. Alors pour remettre les pourcentages, on a dit 99% là, 57% et puis 33%. D'accord? Donc dans vos phrases, dans votre rédaction, il faudra mettre les pourcentages. Ça veut dire quoi? Que si l'oiseau endémique disparaît, voilà, c'est mieux là, et bien la plante endémique va disparaître. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle ne peut plus être disséminée. Donc ici, on en revient. On a une preuve que la coévolution oiseau-graine existe. Donc, pourquoi pas pour le dodo et le tambalacoque. Maintenant, il nous reste le doc 6 à étudier. Alors, ce document nous montre l'évolution de la diversité allélique dans un processus de colonisation des îles de Nouvelle-Zélande. Donc là, on a une idée de comment est-ce qu'un oiseau vient s'installer sur une île. Donc on va faire le parallèle avec le dodo. On va parler donc du Zosterops adogri. C'est un petit oiseau d'Australie.
on nous dit dans l'énoncé que des individus de cette espèce ont colonisé l'île de Tasmanie au début du 19e siècle. Donc vous avez le trajet ici des différentes migrations de l'oiseau. Puis de là, la Nouvelle-Zélande, donc Australie, Tasmanie, Nouvelle-Zélande, au sud et au nord de la Nouvelle-Zélande, et enfin sur l'île de Norfolk. Comme cet oiseau vole mal sur de longues distances, on pense que seuls quelques individus sont responsables de chaque colonisation. Donc des chercheurs ont évalué la diversité allélique de la population d'origine en Australie et de chaque population résultant d'une colonisation. Et ça, on le voit sur le graphique. Donc vous avez la diversité allélique en unité arbitraire de la population d'Australie. Donc vous avez la moyenne ici et l'écart type, c'est-à-dire le maxi et le mini. Pour la Tasmanie, le sud de la Nouvelle-Zélande, le nord de la Nouvelle-Zélande et l'île de Norfolk. Donc vous voyez que au fur et à mesure de l'avancée de la colonisation, on a une diminution de la diversité allélique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur notre feuille? On constate quoi? Que la diversité allélique, c'est-à-dire le nombre d'allèles différents pour un gène étudié, du Zosterops à dos gris, est de plus en plus faible au fur et à mesure des étapes de colonisation. Donc là, on ne met pas de valeur, mais quand vous ferez votre rédaction, vous mettrez des valeurs. Alors, si vous savez pas quoi mettre, on passe de 13 unités arbitraires en Australie à 6 unités arbitraires à Norfolk. D'accord? Donc ici, si on regarde les dates, tout ça c'est en moins d'un siècle. C'est-à-dire, la deuxième colonisation c'est 1830 et la dernière 1904. Voilà, 1830 à 1904. Ça fait moins d'un siècle. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le fameux effet fondateur. C'est-à-dire quelques individus qui viennent s'installer. Ces quelques individus ne sont pas forcément représentatifs de la population initiale, en supposant que nos oiseaux aient des couleurs différentes, que dans la population il existe des oiseaux rouges, verts, bleus, gris, jaunes. Et bien peut-être que lors de la première fondation de population sur la Tasmanie, on a des oiseaux qui se sont installés de toutes les couleurs, sauf les oiseaux jaunes. Donc en Tasmanie, il va manquer l'allèle de la couleur jaune. Bon, ici, ce n'est pas des couleurs d'oiseaux, ils ont travaillé sur d'autres gènes. Dans tous les cas, on a un effet fondateur, ce qui signifie qu'on va avoir forcément une dérive génétique au fur et à mesure des générations. Et donc, de migration en migration, on a isolement reproducteur, alors d'origine géographique, hein. Ils se reproduisent plus entre eux parce qu'ils sont séparés géographiquement. C'est pas une histoire de caractère sexuel ou de champ sexuel comme on a pu voir pour les pinsons. C'est vraiment un isolement géographique. Donc, ce qui fait que les nouvelles populations ne sont plus interfécondes avec les anciennes. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'on a apparition d'une nouvelle espèce. Donc si vous prenez les oiseaux de Norfolk et vous les mettez en présence de ceux d'Australie, de la population d'origine, ils ne vont pas pouvoir se reproduire ensemble. Donc là, on peut supposer que c'est la même histoire pour le dodo. Voilà. Le dodo a un ancêtre qui s'est installé sur l'île Maurice
de manière naturelle, et vu qu'il a fait un effet fondateur, donc il n'a pas apporté tous les allèles de sa population d'origine parce qu'il y avait qu'un petit nombre d'oiseaux, donc tous les allèles n'étaient pas représentés, on a une dérive génétique, et d'année en année, hein, là il n'y a pas de migration puisque le dodo s'est installé sur l'île Maurice, enfin son ancêtre s'est installé sur l'île Maurice, par contre génération en génération, bah, on a eu dérive génétique, et puis donc on a eu une anomalie qui a été conservée par la dérive génétique, et surtout par l'absence de sélection naturelle, vu qu'il n'y a pas de prédateur, donc cette mutation des petites ailes n'a pas été éliminée, elle est conservée. S'il n'y a pas d'effet de sélection naturelle, il n'y a pas de prédateur ici pour le dodo. Donc, on a eu un phénomène de spéciation. On a créé une nouvelle espèce. Donc voilà, vous avez toutes les infos tirées des docs. On va maintenant voir si on a des éléments issus de nos connaissances qu'on va rajouter. Alors on a déjà mis pas mal hein, en rouge dans la colonne déduction. Qu'est-ce qu'il va falloir préciser? Montrer qu'on sait quoi? Que le fruit, c'est l'organe de dispersion des graines. Ça, on en parle. C'est une connaissance. Alors, dispersion par le vent. Donc, en général, on n'a pas des fruits charnus quand c'est par le vent. On a des petits fruits secs avec des organes qui sont capables d'avoir une prise au vent. Transport par l'eau. Donc, on a des flotteurs. Et puis, transport par les animaux. Alors, soit c'est charnu pour qu'ils soient mangés, soit c'est sec avec des sortes de crochets ou des systèmes pour s'accrocher sur les plumes ou les poils. La graine, qu'est-ce que c'est? C'est un ovule plus le noyau du pollen. Et donc, la graine, elle possède des cotylédons, un ou deux, ça dépend des sortes de graines, plus le germe. Et c'est ce germe qui va donner la plante. Voilà, ça c'est des infos, des connaissances qu'il faudra rajouter, en plus de celles à chaque fois qu'on a mis en rouge ici dans nos colonnes d'éduction. Donc en faisant ça au brouillon, vous voyez qu'on a déjà pris pas mal de temps. Alors je vous explique tout hein, à chaque fois, c'est pour ça que la vidéo elle dure longtemps. Mais si vous faites ça au brouillon, que vous arrivez à écrire en mode simple, en prise de notes, tout est là. Ce qui veut dire que vous pouvez passer directement à la rédaction, il ne vous reste plus qu'à faire l'introduction, la conclusion, mais tout est organisé, tout est sur une même feuille, plutôt que d'avoir à reprendre à chaque fois tous les documents. Vous êtes sur votre table de bac, hein, en général c'est des petites tables, vous devez étaler, dégrafer les feuilles, hein, des fois vous avez 11 feuilles par sujet bac, les docs sont à droite à gauche, vous avez mis du fluo, vous avez mis des notes, mais c'est pas organisé. Vous n'avez pas fait de lien entre vos idées, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas d'argumentation, de faits qui entraînent d'autres analyses, etc. Il faut que tout soit fluide. Et ben voilà, là vous avez tout sous les yeux. C'est beaucoup plus facile. Donc pour résumer rapidement l'histoire du dodo, puisqu'il y a des petits curieux qui veulent une synthèse, même si le but de la vidéo c'était pas de faire une synthèse sur l'histoire du dodo, mais comment traiter un exercice de type 2.2, qu'on appelle aussi 2B de l'ancien nom. Donc globalement, le dodo, son ancêtre est arrivé sur l'île Maurice, c'est un effet fondateur avec une population installée non représentative de la population d'origine, absence de prédateurs sur l'île, donc pas vraiment de sélection naturelle, conservation des mutations génétiques, en l'occurrence les ailes atrophiées, l'oiseau ne peut s'envoler, donc il se développe, il est tranquille. Donc isolement reproducteur par rapport à la population d'origine. Voici comment le dodo, l'espèce Rufus cuculatus, est apparu sur l'île. Quelle était sa place dans l'écosystème de l'île? Eh bien,
Il était important parce qu'il permettait la dispersion des graines d'un arbre appelé le tambalacoque. Il y a eu coévolution entre les deux espèces puisque les fruits, en passant par l'appareil digestif du dodo, subissent une abrasion au niveau du tégument des graines, ce qui facilite la germination des graines quand les graines abîmées par cette abrasion ressortent par les déjections et on va avoir des téguments fragilisés qui font que les germes peuvent sortir. Donc on a coévolution entre le tambalacoque et le dodo et donc les forêts de l'île dépendaient en grande partie de la dispersion des graines de cet arbre. Et maintenant, dernier paragraphe, pourquoi est-ce que cette espèce a disparu de l'île? Tout simplement parce que l'homme s'est pointé. Donc apparition de prédateurs, en l'occurrence l'homme est un prédateur pour l'oiseau en lui-même, mais introduction d'espèces également type chien, rat, qui se sont attaqués au nid qui était au sol, puisque je vous rappelle que cet oiseau ne peut pas voler, donc ses nids étaient au sol. Et donc, du coup, destruction des nids, donc diminution de la fécondité. Conséquence sur l'écosystème, disparition du tambalacoque. À l'heure actuelle, il ne reste que 13 individus âgés de 300 ans et aucun jeune arbre en cours de développement. Enfin bon, pas tout à fait, puisqu'apparemment ils en ont trouvé quelques jeunes, mais ils ne savent pas encore comment. Donc en fait, la coévolution dodo-tambalacoque, elle reste pour l'instant une hypothèse, argumentée par les différents documents qu'on a vus, mais elle reste une hypothèse. Voilà pour la synthèse.